Bienvenue à cette analyse approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui pique la curiosité et suscite souvent la polémique, hein, le fameux secret maçonnique. Mhm. Nos sources pour en parler sont diverses, sérieuses, des textes historiques, des analyses plus contemporaines, et même des documents issus d'organisations comme le Grand Orient de Suisse. Notre objectif, c'est d'essayer de démêler un peu le vrai du faux autour de ce secret. Et c'est vrai que ce concept de secret, ça a toujours été l'arme favorite, si on peut dire, pour diaboliser la franc-maçonnerie. Ah oui. Oui. On voit bien dans les sources comment, au fil du temps, les accusations ont évolué. Au XVIIIe siècle, c'était plutôt la dérision, hein. On disait que les loges étaient des repères d'ivrognes, ce genre de choses. D'accord. Et puis, plus tard, c'est devenu plus grave. Les théories du complot judéo-maçonnique, les histoires de forces occultes, et aujourd'hui, on entend parfois parler de réseaux d'affaires, d'influence opaque. Exactement. Alors, la grande question, celle qui revient tout le temps, c'est de quoi on parle vraiment quand on dit secret maçonnique? C'est quoi au juste? Une info cachée? Un plan secret? Ou c'est plus compliqué? C'est plus compliqué. Les documents qu'on a consultés, ils suggèrent qu'il y a en fait plusieurs niveaux, plusieurs types de secrets qui se superposent. D'accord, alors explorons ces niveaux. Le premier, peut-être le plus évident, Le secret d'appartenance. c'est ça. On pense souvent, à tort, que les maçons doivent absolument cacher qu'ils en sont. Mais en fait, les textes sont clairs. Un membre peut tout à fait révéler sa propre appartenance. Ah bon? Plus une question de respect de la vie privée, de la liberté de chacun, qu'une règle de clandestinité absolue. Il n'y a pas d'annuaire public, quoi. Précisément. C'est une discrétion voulue pour protéger cette liberté de conscience. Mais c'est vrai que cette discrétion, elle a été détournée par l'antimaçonnisme. Oui. L'exemple le plus tragique, c'est sous Vichy en France. Avec le fichage systématique des maçons, les conséquences ont été dramatiques, on le sait. Terrible. Bon, deuxième couche alors, le secret des travaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on parle de la confidentialité des discussions en loge. Ce qui est dit, ce qui est débattu, partagé entre les membres pendant leur réunion, qu'on appelle des tenues, eh bien, ça doit rester entre eux. D'accord. L'objectif affiché, ce n'est pas de manigancer des choses, mais plutôt de créer un espace où la confiance est totale. Une sorte de bulle de confiance. Oui, pour que chacun puisse s'exprimer vraiment librement, sans avoir peur que ses paroles soient répétées dehors, déformées, utilisées contre lui. C'est exactement l'idée. Garantir la sincérité des échanges. Et ça nous amène au cœur du sujet, je crois, hein. Le secret initiatique. Ah, le fameux secret initiatique. Oui, c'est sans doute le plus fascinant et aussi le plus mal compris. Ça concerne les rites, les symboles, les mythes, les mots de passe, les signes de reconnaissance. Tout ce qui est transmis petit à petit au fil du parcours maçonnique, dès l'initiation. Et c'est là, si je comprends bien ce que disent nos sources, que le mot secret prend un sens très différent. Ce n'est pas une information concrète, un fait qu'on pourrait juste écrire et révéler. Exactement. Les textes le décrivent plutôt comme une expérience, quelque chose de vécu, de personnel, d'intime, une sorte d'illumination intérieure, si on veut, qui est déclenchée par le processus initiatique lui-même. Donc les rituels, les symboles, ce sont des outils, pas le secret en soi. Voilà, ce sont des outils pour un travail sur soi, une transformation personnelle. Il y a cette citation de Casanova, qui était maçon lui-même, qui disait qu'on ne vous donne pas le secret, mais que vous le devinez à force d'aller en loge, d'observer, de raisonner et de déduire. C'est son expérience qui parle. Donc quelque chose qui relève plus du ressenti, de la compréhension qui vient avec le temps, de l'ordre de l'expérience vécue. Tout à fait. Une expérience qui se déroule dans un temps un peu à part, ce que les sources nomment le passage du temps profane, le quotidien, au temps sacré, un temps ritualisé, symbolique, vécu en loge. D'où l'idée que ce n'est pas transmissible par les mots. C'est ça, lire la description d'un voyage, ça ne remplace pas l'expérience de voyager soi-même, hein. Non, c'est sûr. Mais alors, comment on explique ce paradoxe qu'on trouve dans plusieurs sources? Dès le début du XVIIIe siècle, en 1723 à Londres, puis en 1730 avec ce fameux Masonnerie des sectés, en France aussi dès 1737, Oui, les divulgations. exactement. Des divulgations massives des rituels, des mots de passe. Il y a eu des centaines de livres publiés depuis qui prétendent tout révéler. Si tout est public depuis 300 ans, il est où le secret? Ah, mais c'est tout le nœud du problème. La divulgation des formes, des rituels, des mots, elle existe, c'est un fait historique, personne ne le nie, mais ce que ça ne transmet pas, c'est le fond. C'est l'expérience intime, la compréhension personnelle qui vient de la pratique. D'accord. Pour reprendre l'image simple, lire la recette de cuisine, ce n'est pas la même chose que de savourer le plat. Bien vu.
Le vrai secret, finalement, ce n'est peut-être pas une chose cachée, mais plutôt une méthode. Une méthode de développement personnel, spirituel, qui utilise un langage symbolique. La maçonnerie se dit adogmatique. Elle ne propose pas de dogme, mais une voie, un cheminement, un peu comme la philo ou d'autres spiritualités non dogmatiques. Il y a un autre point qui revient souvent dans les critiques, le serment prêté à l'initiation, avec ses formules anciennes, un peu crues, comme la gorge coupée. Les détracteurs adorent s'en saisir. Oui, et les sources maçonniques, elles, insistent vraiment beaucoup sur le caractère symbolique de ces formules aujourd'hui. Elles sont archaïques, elles datent d'une autre époque. Purement symbolique, donc. Voilà. Et elle souligne aussi, c'est important, que le serment maçonnique inclut l'obligation pour le membre d'être un citoyen loyal, respectueux des lois de son pays. D'accord. La seule exception qui est parfois mentionnée, c'est face à un pouvoir qui serait illégitime. Mais ça, au fond, c'est un devoir citoyen assez universel, non? Oui, tout à fait. Et tous ces aspects qu'on a évoqués, la discrétion, la confidentialité, le côté initiatique, le serment, tout ça, ça nourrit encore un anti-maçonnisme assez tenace. Absolument. Et cet anti-maçonnisme, il change de visage avec le temps. Hier, c'était le complot religieux, politique. Aujourd'hui, c'est peut-être plus l'affairisme ou la menace pour la transparence démocratique. Hmm. Mais il y a une constante, c'est l'hostilité envers un espace qui revendique une liberté absolue de conscience, une recherche personnelle en dehors des dogmes établis. Certaines analyses qu'on a lues vont même jusqu'à qualifier cet esprit anti-maçonnique de totalitaire dans son essence. Ah oui. Carrément. Oui, parce qu'il refuserait l'idée même d'une pensée libre, autonome, qui se construit à l'écart. C'est pour ça que la maçonnerie insiste. Elle n'est pas une société secrète. Elle a des adresses, des statuts légaux, mais une société discrète. Ou une société à secret, au pluriel. D'accord. Donc si on essaie de résumer un peu ce qui ressort de nos sources, ce fameux secret maçonnique, ce n'est pas un sombre complot caché, c'est plutôt un ensemble de choses. C'est ça. Il y a la discrétion sur qui est membre ou pas pour respecter chacun, la confidentialité des débats pour garantir la liberté de parole, et surtout ce noyau initiatique qui est moins un secret qu'on détient qu'une expérience qu'on vit, personnelle, symbolique et difficile à raconter avec des mots. Exactement. Et peut-être, pour laisser matière à réfléchir, si le cœur de ce secret, c'est vraiment cette transformation intime vécue grâce à une méthode symbolique, est-ce qu'au fond, on peut jamais vraiment communiquer l'essence d'un cheminement personnel profond, que ce soit par la voie maçonnique, philosophique, spirituelle, artistique? Bonne question. Ou est-ce que cette essence, elle reste toujours, par nature, une part de mystère, un jardin secret dont seul celui ou celle qui le cultive connaît vraiment les sentiers?